Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry et David pour les éditions j'arrive jamais à retenir votre nom. Pour leur financement participatif qui est en cours. Alors, on est bien d'accord, hein, ce financement, c'est totalement différent des jeux, en fait, des livres-jeux que vous avez fait. Là, Alors, vraiment sur du jeu de rôle. on a les deux, là, en fait. Ouais. Comme au départ, le jeu, il part sur cette trilogie-là. C'est une trilogie donc, de livres dont vous êtes le héros. Ouais, c'est ça, ouais. Qui a été sorti. Et avec Rémi Deconic, qui est l'auteur, on a décidé de faire un jeu de rôle pour rester dans l'univers, parce qu'on aimait bien et on avait envie de développer ça. Et donc là, on sort le jeu, mais on ressort les 3 volumes dans le financement. Dans le financement. Ouais. Bon, après, on peut prendre des packs, les livres, pas les livres. Oui, bon, ça... Il y a un 4e livre aussi qui sort. Et donc, il y a le jeu, en plus des 4 livres. Il y aura le tarot spécifique, puisqu'on utilise un jeu de tarot et non pas des dés. Il y aura un écran de jeu. Et puis, on va faire aussi, pour ceux qui veulent, il y a un portfolio des illustrations que David aura fait pour le jeu. Et puis, on fait un recueil aussi des cartes géographiques que je me suis amusé à faire avec quelques trucs en plus. Quoi. Donc, toi, Thierry, t'es sur en fait, l'écriture. Oui, c'est le jeu de rôle. Oui, voilà. T'es tout seul sur l'écriture ou il y a quelqu'un d'autre, je crois? Non, il y a Rémi Deconic, qui est l'auteur des livres, avec qui on a construit l'ensemble. Moi, j'ai plus fait la partie règles après, et puis plus le suivi, mais au départ, c'est pensé à deux, et c'est écrit à deux. Hein. Il y a une partie des textes dans le livre... qui sont de lui, de moi, voilà, c'est mélangé. Voilà. Et toi, David, par contre, tu es sur le projet, tu es l'illustrateur. C'est ça, alors moi j'ai rencontré Thierry donc dans le cadre... Oui, d'ailleurs, en fait, une petite présentation. Par hasard, c'était rencontré, comme on ne me rappelle plus, comment c'était rencontré. Chez des amis pour peindre des figurines. Voilà, pour peindre des figurines. C'est l'univers du jeu de rôle, malgré tout. Ouais. Et puis donc j'entends parler de ce projet, du coup on dit écoute, ça peut peut-être m'intéresser. Moi j'aimais bien les livres dont vous êtes le héros, j'ai passionné par l'époque des fantastiques, du tigre, etc. Et puis Thierry me parle donc du projet de jeu de rôle. J'en ai un qui traîne, toi. Ouais, voilà, les filles fantastiques, c'était ces jeux-là. Et puis on fait un bout d'essai, puis ça bien avant que le projet démarre d'ailleurs, parce qu'il y a quasiment presque 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est Olivier Reynaud qui a fait l'illustrateur des livres dont vous êtes le héros. Et puis, en fait, quand j'en ai parlé à David, comme il habite à 200 mètres de chez moi, c'est vachement facile de travailler avec quelqu'un qui est tout près. C'est beaucoup plus facile. Et voilà, c'était, comme on s'est bien entendu, voilà, on a enchaîné comme ça. Et puis, il avait un style qui s'approchait de celui d'Olivier Reynaud, qui rappelle quand même le style des livres dont vous êtes le héros. C'est du noir et blanc, c'est de l'ancré, enfin voilà. C'est quelque chose qu'on avait envie de garder, parce qu'on voulait qu'il y ait quand même un rapport entre les livres et le jeu de rôle, faire une sorte de lien, quoi, parce que finalement, c'est pas toujours les mêmes personnes, mais quand même un petit peu qui passent de l'un à l'autre. Ok, donc là, on va surtout parler du jeu de rôle. Pas de souci. Donc en fait, c'est les chroniques... Chroniques d'Amalron. Voilà, alors les Chroniques d'Amalron, c'était donc le nom de la trilogie, et le jeu s'appellera... Oui, d'ailleurs. Amalron. Il va s'appeler Amalron tout court. D'accord. Ça, c'est pour... Mais il sera sous-titré Intrigue dans l'Empire des 5 contrées, qui donne un peu le contexte général sur ce qu'on a cherché à rendre. Le côté intrigue, quoi, justement. Alors justement, en fait, dans ce monde, je crois que j'ai vu donc, dans le financement participatif, on parle d'un jeu de renaissance fantastique, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et donc en fait, d'une manière globale, justement, en fait, le monde, comment il s'articule, en fait. Donc on joue, quoi. Où les joueurs vont évoluer, comment... On voulait qu'il y ait quand même des références qui parlent à tout le monde, hein, parce que des fois, il y a des jeux qui sont très bien, mais sont tellement difficiles à aborder. On voulait que quand les gens ils se disent ça ressemble à du Medpan, voilà, ils soient pas perdus. Après, s'ils ont envie de plonger plus en profondeur, ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses, qu'il y a plus de choses intéressantes. Oui. D'ailleurs, justement, je dis toujours, en fait, qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'existant? Alors, la particularité, en fait, du monde.
Alors, Comment tu pourrais le monde là, les humains, on va dire que les humains sont arrivés avec le Dieu. Déjà, voilà, il y a un monde où il y a quelques peuples sauvages, des non-humains qu'on peut jouer d'ailleurs, une partie. Et le Dieu arrive, il amène les humains, il amène la technologie. Donc on commence en fait à un niveau technologique élevé. D'accord. Et puis le Dieu un jour disparaît, abandonne les humains et abandonne la technologie. Donc en fait, les humains, eux, perdent un peu toute cette technologie. Et donc on joue quelques siècles plus tard, où il reste des traces de technologie, il reste des ponts métalliques, il reste des watchemins de fer, mais la technologie, on était jusqu'aux voies de... Ouais, voilà, on va dire que ça va entre le 15e et puis jusqu'au 19e pour certaines choses. D'accord, ok, d'accord. Et donc, il reste dans le monde... Il reste quelques petites choses par-ci, par-là, qu'on ne sait pas toujours très bien faire fonctionner. Fonctionner, mais en fait... ouais, d'accord, ok. Voilà. Je vois donc ça, et puis, on s'est dit, c'est surtout les dessins de David, en fait, qui nous ont amené à nous dire... mais pourquoi il serait habillé comme du Medfan classique il pourrait très bien, surtout dans une société assez structurée, avec un État assez structuré qui correspondrait plus à l'état justement de la Renaissance, où on n'en est plus à la féodalité traditionnelle. Et il pourrait très bien aussi être habillé de façon beaucoup plus moderne, surtout qu'en d'autres temps, ils avaient des possibilités de fabriquer des choses un peu différentes. Donc, du coup, au niveau design, c'est David qui a beaucoup influencé sur sa façon de présenter les choses. D'accord. Après, lui comme moi, on est plutôt fan de graveurs comme Jacques Callot, c'est le XVIIe siècle, c'est chez nous. C'est chez nous quand même. Voilà, c'est chez nous, et puis... c'est des... Jacques Callot, pour moi, c'est génial au niveau graphique. Et ça nous a aidé à structurer un peu l'ambiance du côté Renaissance. Et donc, en fait, on va pouvoir jouer, en fait, des humains et d'autres... voilà. En fait, il y a donc les humains plus 3 autres races qui sont jouables. On peut imaginer en jouer d'autres, mais voilà, qui sont vraiment jouables. Puisque le but, c'était de jouer des personnages qui sont intégrés à l'Empire. C'est-à-dire, c'est un empire qui est relativement structuré. Et on joue pas des aventuriers qui partent chasser le monstre, c'est pas le but. Après, on peut, c'est pas interdit. Tout est possible. Tout est toujours possible. Tout est possible. Mais justement, en fait, j'ai vu dans votre financement que cette phrase-là m'a attiré l'œil parce que ça semble être un argument en fait spécifique, la manière de jouer peut-être, ou de la manière dont les personnages vont évoluer. Voilà. Et ils sont dans des castes, des voilà, et c'est on va dire des factions, c'est des pas factions. Il y a 9 factions qui interviennent au sein de l'Empire, ayant tous plus ou moins un rôle politique ou une influence quelconque. Et donc on peut jouer les 4 races au sein des 9 factions. Enfin, toutes ne veulent pas tout le monde, mais en gros, c'est un medley de tout ça. Et en fait, les personnages, leur but, c'est souvent d'être représentants de leur faction et ça donne un peu les missions, plutôt que d'avoir le vieux mage qui vous dit d'aller en quête pour un truc, ça va être... Alors les factions, c'est quoi alors du coup ? Alors les factions, donc il y a 9 factions. La première, ça va être l'administrum. En gros, c'est l'administration de l'Empire. Donc c'est un empire qui regroupe 4 royaumes, plus une 5e contrée, la fameuse 5e contrée, qui est les non-humains. Les non-humains, ils sont intégrés, mais ils n'ont pas de terre, mais on les appelle la 5e contrée. Donc chaque royaume était un peu indépendant, ici, comme à l'époque médiévale, ils ont pu se tirer la bourre, ils se sont battus, et ils ont fini par être unifiés au sein d'un empire qui a donc une administration qu'au départ c'est des sages et puis qui forment l'administrum, donc ça va des juges de paix aux collecteurs d'impôts, toutes les fonctions administratives dont le but est de mettre en valeur l'empire, sachant que les royaumes eux-mêmes sont un peu jaloux ils sont un peu en concurrence avec cette faction-là. C'est pas forcément facile d'avoir l'autorité en tout cas.
Donc là, on va jouer des personnages qui peuvent être aussi bien plutôt juges ou plutôt des représentants, des diplomates, des espions. On va être plus dans l'intrigue. Ah ben oui. Le personnage des livres dont vous êtes le héros, au départ, c'est un diplomate, c'est un représentant de l'administrum. Diplomate, espion, les deux. Alors une autre faction, c'est l'ecclésiarchie, c'est donc l'église d'Amalron. Amalron, donc c'est le dieu, c'est le nom du jeu, c'est le nom de l'empire, voilà. Et c'est le dieu principal. Il y en a quelques mineurs, mais c'est le principal. Et l'ecclésiarchie exerce son autorité. Ça va des moines mendiants proches du peuple à une hiérarchie un peu l'église moyenâgeuse, un peu plus porté sur les moyens financiers, quoi. Il y a une troisième faction qui est la sororité de Sinistrose. Donc c'est les magiciennes officielles. En fait, au moment de la création de l'Empire, il y a une grande magicienne, Sinistrose, qui a réussi à imposer le fait que elle dirigerait les magiciennes. Il n'y aurait plus de mages qui feraient des conneries, des trucs sombres, mais par contre, elle veut que ce soit des femmes. On ne sait pas trop pourquoi, elle a une quête interne, elle recherche la gynarchie oubliée. Ça reste un des mystères un petit peu qu'on n'a pas trop dévoilé. Mais en l'occurrence, voilà, les magiciennes officiellement ont le droit d'exercer au sein de la sororité de Sinistrose. D'accord. Donc en fait, on va avoir différentes factions comme ça. Une question par rapport au livre. Est-ce qu'il est nécessaire en fait de les avoir non, pas du tout. Il se suffit. Le jeu de rôle se suffit en lui-même. Il suffit à lui-même. Il n'y a pas de lien. C'est juste rigolo. Non, mais bien entendu. Mais il n'y a pas de. Après, ça peut peut-être être un complément intéressant pour des idées de scénario, enfin des choses comme ça. Oui, voilà. Quelqu'un qui aime bien avoir. Mais il n'y a pas. On n'est pas perdu. Il n'y a pas de. C'est pareil. On n'a pas fait non plus. Comment dire, un background énorme. J'ai trop vu des jeux très très bien, mais avec des backgrounds tellement compliqués, tellement. Oui, bah voilà, j'adore RuneQuest. Non, mais je suis d'accord avec toi. Plus d'une fois, je me suis senti désemparé en me disant j'espère que les joueurs ne connaîtront pas mieux le jeu que moi. On parle de votre jeu, mais en fait, les jeux à gros background, j'ai toujours un problème avec, c'est qu'il faut absolument que les joueurs le connaissent aussi sur le bout des doigts. Parce que sinon, par exemple, si on reprend le cadre RuneQuest, et puis après on n'en parle plus, mais si on prend le cadre RuneQuest et que les joueurs ne connaissent pas le background, on se retrouve avec un mec fan. Oui, mais on perd un peu le. D'accord. Donc là, on a quand même du background. Mais ça va pas. Alors on a laissé des portes ouvertes. Pour moi, j'ai laissé beaucoup de portes ouvertes en me disant. Après, c'est le maître de jeu et les joueurs qui en font ce qu'ils veulent, quoi. Si il n'y a pas un credo à respecter pile. Chacun en fait ce qu'il veut. C'est pareil pour les règles. Il y a une relative souplesse pour que ce soit au goût de ceux qui... S'il y en a qui ont envie de faire de la chasse aux monstres et puis de jouer des gros bourrins, aucun problème, on peut, voilà, ça se transforme facilement. C'est libre. Nous, après, dans les tests, il y a un équilibre qu'on a trouvé. Après, si ça ne plaît pas aux gens qui veulent le changer, il n'y a pas de souci. Et dans le background, c'est pareil. On a donné tout un tas d'indications, des pistes. Et puis, il y a des choses, s'ils ont envie de mettre autre chose ou de le transformer un peu à leur sauce, il n'y a aucun souci. C'est ouvert. Voilà, oui, c'est ouvert. D'accord. Voilà, il y a effectivement une chronologie, mais c'est pareil. Je reprends les Terres du Milieu où c'est génial, mais c'est lourd, quoi. Les backgrounds, les gros backgrounds derrière. Mais donc là, effectivement, on a quand même du background d'après tout ce que vous m'avez présenté jusqu'à présent, donc tout ça. Donc en fait, effectivement, alors on va être, alors tu me disais, on peut faire de la chasse aux monstres quand même, mais on est quand même plus dans de l'intrigue en général. Oui, c'est ça. Oui, alors là, c'était pas forcément voulu au départ, mais avec le temps, avec le développement du système de règles, en fait, favorise les situations qui ne sont pas forcément des situations d'action ou de combat. C'est-à-dire que on va avoir à peu près autant de chances de réussir à négocier plutôt qu'à taper sur la gueule du gars d'en face. Et suivant les cartes qu'on va avoir, peut-être qu'on va se dire ce coup-là, je vais peut-être plutôt me la jouer fine plutôt que de juste montrer mes muscles. Et par expérience, en maîtrisant, je me suis rendu compte que du coup, les joueurs
faisait un effort d'inventivité par rapport à la résolution des scénarios. Oui, parce que le jeu, en fait, est en développement depuis un bout de temps, parce que je t'ai vu le maîtriser il y a 2 ans. Non, ça fait 7 ans. Ça fait Ouais. 7 ans qu'on a commencé à y réfléchir, quand les premiers, c'était au moment du 2e tome, je crois. Oui, donc ça fait déjà, c'est quelque chose qui Oui, est bien mûr. oui, on a eu le temps d'y on est bien réfléchir. d'accord. Ouais. Même en termes de visuel. Après, on fait pas que ça, hein. On est comme tout le monde, on a oui, un on vrai fait bien, travail. d'accord. Oui, en termes de visuel, Il y je a vois que de toute façon, j'ai plein de matière. c'est quand même bien abouti. Donc ça, de toute façon, comme je disais, on va les présenter. Donc qui donne quand même une identité visuelle au jeu, c'est quand même assez chouette. Bah, ce que je vous propose, on présente les visuels, Ouais. et puis après tu nous parleras un peu du système. Oui. Ok. Je pense que c'est intéressant. Oui, D'accord. On va parler des visuels et puis après on parlera du système. Pas de souci. Ça marche, on fait comme ça. Alors là, nous avons. Alors effectivement, donc là, on va voir les différentes illustrations. Ouais. Et donc il y a des illustrations qui sont débloquées dans des paliers sur le financement. Effectivement, pour l'instant, celle qui a été débloquée, c'était la toute première ici. Donc avec un. Alors l'idée, c'est qu'au départ, il y avait juste une illustration, tirage au sort. C'était l'idée de base. Et puis très rapidement, on s'est dit avec Thierry, on dit tiens, ce serait bien de raconter une histoire, qu'on attire un peu aussi les gens pour raconter quelque chose. Donc l'histoire, elle se raconte en commençant par ça, et puis on enchaîne avec d'autres images. Donc là, un peu en inédit, parce que là, vous avez vraiment devant les yeux des choses qui sont censées apparaître quand les paliers seront débloqués. Mais on a quand même déjà des choses là, donc avec l'histoire peut-être Thierry, vas-y, tu peux peut-être reprendre, parce que c'est toi qui as créé l'histoire. Là, c'est une patrouille des douanes, parce qu'il y a beaucoup de trafic quand même dans ce monde-là. Une patrouille des douanes, fiers douaniers qui partent en mission en bateau, à la recherche de quelques truands du Point de Fer, qui est une des factions jouables d'ailleurs. Et donc l'image là a été débloquée. Normalement l'original est gagnable, ça tiré au sort pour les gens qui ont participé jusqu'à ce pourcentage là. Et on la retrouvera aussi dans le portfolio d'illustration qui est possible de prendre aussi pour le. Je t'interromps parce que j'ai une question du coup. Du coup, en fait, il y a un tirage au sort où ce sera les originaux qui vont être gagnés. D'accord, ok. Celui-là, j'ai gagné au tirage au sort. Et c'est les illustrations qu'on va aussi retrouver dans le jeu. Alors, celles-là, elles ne seront pas dans le jeu. D'accord. Elles seront dans le portfolio d'illustration, où elles seront donc reproduites quand même, hein, et où on mettra l'ensemble qui constituera une histoire. Donc là, la première, ils sont les douanes, la suite, on voit que le bateau a eu quelques problèmes et un animal marin s'en est pris, et on peut noter la présence du corps, puisque c'est le titre de l'histoire. Bon, après, je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire, puisque ça sera débloqué selon les paliers. Au pire, l'histoire en entier se trouvera dans le portfolio d'illustration, où on retrouvera ce personnage-là, celle-là, celui-là, où on retrouve toujours le petit corps qui voyage d'une illustration à l'autre. Et bon, ça permet aussi d'avoir une petite idée de choses qui peuvent arriver, de quelques pistes de scénario. C'est ça, par exemple, c'est aussi ça l'idée, c'est pourquoi pas imaginer qu'à travers une image, ça puisse inspirer un maître du jeu. Autour d'une image, des fois on développe quelque chose. J'aime vraiment beaucoup. Et en fait, ce sera ancré, ce sera resté en noir et blanc. Ça sera en noir et blanc. Ce sera en noir et blanc. On reste en noir et blanc. Alors moi, c'est vrai que, comme disait Thierry, moi j'ai beaucoup aimé les dessinateurs de l'époque des livres de Héros, Ian McCaig par exemple, Ross Nicholson. Tout était en noir et blanc, effectivement. Tout est en noir et blanc, avec un travail absolument remarquable. Et alors moi, je viens d'un univers de jeu de rôle, mais je suis plus l'univers de la bande dessinée au départ. Je viens de la bande dessinée, donc la narration, les choses comme ça me parle. Et c'est vrai qu'illustrer comme ça une image d'après un texte, ça me plaisait vraiment beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup aussi, par exemple, un dessinateur, c'est Barthélémy, qui a bossé sur Rêve de Dragon. D'accord, ok. Illustrateur de Rêve de Dragon. Donc, parce qu'il a ce souci du détail, il a ce souci de la petite chose qui apparaît dans un dessin, ou il y a des petits éléments cachés qu'on peut mettre dans un dessin. De toute façon, moi j'adore j'adore ton trait, j'adore effectivement toutes les... la foule de détails qu'on retrouve sur chaque image, c'est vraiment très très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Et en particulier donc là sous le tarot, donc il y a le tarot aussi qui a été débloqué. Donc là je suis. Alors le tarot, c'est le système de jeu en fait. Voilà. Donc en fait il n'y a pas de dés.
Non, il n'y a pas de dés. Non, alors il y a une part aléatoire quand même, hein, mais sinon les joueurs, eux, vont avoir des cartes en main. Donc selon ce qu'ils ont en main, il y a des choses qui arriveront mieux à faire que d'autres. Quand ils vont jouer une carte, ils en repiochent une, donc il y a un roulement, ce qui fait qu'il y a quand même une part d'aléatoire. Ils savent pas forcément toujours la difficulté qu'ils vont devoir battre avec les valeurs des cartes. Donc il y a une part d'aléatoire, mais moins que sur un jet de dés. Voilà, c'est un tout petit peu différent. Et du coup, on peut jouer avec un tarot de Marseille classique, on peut même jouer avec un tarot traditionnel, mais au niveau d'illustration, c'est pas forcément raccord. Un tarot de Marseille classique, c'est pas non plus parfaitement raccord, hein, même s'il y a des concepts qui collent un peu plus. Et c'est pour ça qu'on a voulu et qu'on a pu le débloquer, que donc David fera un tarot spécifique. Là, par exemple, donc là, on a une lame. Voilà, ça serait une lame, ce sera le jugement. D'accord. Et puis là, on a une arcane plutôt mineure avec voilà, c'est l'as de coupe. l'as de coupe. Voilà. Donc là, effectivement, on va retrouver effectivement des illustrations en raccord avec. Voilà, c'est ça. Il y aura des personnages, il y aura les races qu'on peut croiser. Bon, rassure-moi, un seul jeu, ça suffit pour jouer. Il n'y a pas besoin. Il y a qu'un jeu. Ouais, le maître de jeu, il y a un jeu. Et non, c'est. Alors, je vais peut-être un peu t'embêter, mais en fait, pourquoi un jeu de tarot? Pourquoi pas un jeu, une règle classique ou basée sur des dés? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, en fait, Rémi, c'est Rémi en tout cas, parce que ça te plaît. Au départ, moi, j'étais très tradit. J'étais tout prêt à faire avec des dés. Ouais. Et puis, c'est Rémi Deconi qui a dit tiens, un jeu de tarot, bon, pourquoi pas. Et du coup, on a réfléchi par rapport à tout ça. Et finalement, on y a trouvé notre compte parce que ça a été très raccord avec cette notion d'intrigue, de choix. On voulait qu'il y ait comme dans un livre dont vous êtes l'héros, cette notion de choix. Hein, dans les héros, où vous allez au 1, vous allez au 2, vous choisissez. D'accord. Et là, en fait, le joueur ayant des cartes en main, il peut choisir. Donc il y a toujours cette filiation lointaine avec le jeu. Lointaine, mais on a gardé ce truc-là. Oui, je comprends bien. Et puis, donc il y a quand même une volonté derrière. Oui, mais au départ, c'était au tout début, on n'y avait pas spécialement pensé, enfin pas moi. Et puis après, moi j'y trouve bien mon compte parce qu'il y a aussi cette notion de se dire, j'ai des cartes, je pourrais réussir en jouant telle ou telle carte, mais peut-être que je pourrais la garder pour un truc qui m'intéresse plus ou qui colle plus à mon perso. Alors, je vais pas le jouer, je vais accepter de faire un échec, quoi. D'ailleurs, en fait, justement, les personnages, en fait, ils ont quand même des caractéristiques, il y a quelque chose. Alors, ils n'ont pas tout à fait des caractéristiques. Ça va plus être comme les gens ont envie de les décrire et ils vont jouer les cartes éventuellement en fonction ou ils vont réussir selon la façon dont est représenté leur personnage. Par exemple, un gros costaud qui va réussir une action physique, ça va être très tradit. Hein, il va soulever un gars, il va le balancer, il va le couper en deux. On va être un peu dans du narratif, semi-narratif, parce que ça va quand même dépendre de. Ça va dépendre des cartes, bien sûr. Mais un petit Théowin, c'est un espèce de lutin qui va réussir avec la même carte et qui lui n'aura pas le physique, il va réussir de façon subtile ou il va pas avoir le même effet. D'accord. On va rester dans le bon sens, quoi, dans la logique et ce qui correspond au personnage. Il n'y a pas de caractéristiques en tant que telles. Il y a des caractéristiques qui représentent les résistances physiques, morales, mentales et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de force ou ce genre de choses. Ça va être plus comme on se représente le personnage. Et si on réussit quelque chose, on peut le faire coller à l'aspect qu'on a donné à son personnage. Alors, c'est pas du narratif dans le sens où c'est pas ça qui va diriger l'histoire. Hein. On va être narratif sur l'action qu'on fait. Sur l'action, la résolution de l'action. Sur la façon dont on le perçoit, dont elle se passe, mais on va pas dire d'un seul coup, c'est un gars que je connais qui débarque. Hein, d'accord. Non. On reste relativement tradit de ce point de vue-là. Il n'y a pas un maître de jeu. Le narratif va être là pour... tu vas décrire ton action, le résultat de ton action, mais tu ne vas pas changer l'histoire. Voilà. Ça va être narratif aussi dans le sens, par exemple, si on fait... Enfin, moi, dans ma façon de maîtriser, si quelqu'un fait un échec... libre à lui de décrire pourquoi ça rate ou la façon dont ça rate. Mais c'est raté. Mais c'est raté. Dans les cartes, on peut avoir des réussites exceptionnelles et donc décrire comment elle est exceptionnelle, mais on peut aussi avoir des désagréments. C'est-à-dire,
Si on joue pas le bon symbole, je vais te couper là parce que tu vas ok. nous montrer. Ça sera plus, à mon avis, ce sera plus parlant. Donc le fameux système. Alors, Donc basé à un jeu de tarot de Marseille. Voilà, jeu de tarot de Marseille. Alors, il y a toujours 5 premières minutes où on est perdu avec un tarot de Marseille. Il faut s'habituer aux symboles. Il y a 4 symboles. Les espèces de traits arrondis, là, c'est l'épée. Les petits ronds, c'est les deniers. Les traits tout droits, contrairement à ceux-là, les traits tout droits, c'est le bâton. Et la coupe. Ça, c'est les quatre symboles. Et ça permet, en termes de jeu, d'avoir de tout couvrir, à peu près. Épée, ça va être tout ce qui va être action physique, que ce soit le combat ou n'importe quelle chose physique, ou les résistances à des coups, et ainsi de suite. Le denier, ça va être tout ce qui va être les actions interpersonnelles, aussi bien mentir que convaincre quelqu'un, marchander, tout ça. Le bâton, c'est un peu particulier, ça va être tout ce qui va être action de création. Ça va être aussi bien l'artisanat que crocheter des serrures, mais aussi organiser un réseau marchand ou organiser une troupe pour un militaire. Et la coupe, ça va être tout ce qui va être intellectuel, perception et soin, en gros. Et avec ça, normalement, on couvre tout. Il n'y a pas de choses qui passent à travers la trappe. Donc, ça, c'est les 4 symboles. Ça va aller les valeurs sont toujours indiquées là. Ça va de 1 à 10, les valeurs. Et après, il y a les valets, cavaliers, dames, rois. Donc là, par exemple, un valet de denier, cavalier de coupe, reine de bâton et roi d'épée. Donc eux, ils vont de 1 à 10. Le valet, il a des aptitudes particulières, mais sinon il vaut 11. Le cavalier, il a des aptitudes particulières, mais sinon il vaut 12. La reine vaut 13 et le roi 14. Ils ont aussi des aptitudes particulières. Et puis, bien sûr, dans un jeu de tarot, il y a des atouts. Donc là, c'est les atouts qui, eux, ne représentent aucun symbole, mais remplacent tous les symboles. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une action de combat, on va prendre l'action. Alors, les mains des joueurs, en fait, elles se constituent quand? Il y a combien de cartes En début de jeu, ils ont 7 cartes. D'accord, ouais. Et à chaque fois qu'ils vont jouer une carte, qu'ils vont faire une action, qu'ils vont jouer une carte, ils en repêcheront une autre. Il y a un roulement, ils ne se retrouvent pas perdus. On a toujours cette carte en main. Voilà. En fait, ouais. On peut toujours jouer un symbole qui n'est pas demandé. Par exemple, si c'est une scène d'action, il y a un combat, c'est de l'épée. Si j'ai pas d'épée en main, on va pas dire je suis perdu. Non, la carte a quand même sa valeur, mais divisée par 2. Bon, ça limite les chances de réussite, mais on peut quand même, sachant qu'un roi vaut 14, ça fait quand même l'équivalent d'un 7 s'il y a besoin de l'autre symbole. Et les atouts, eux, remplacent n'importe quel symbole, avec leur valeur pleine. Donc on a, en plus des valeurs de 1 à 14, des valeurs qui vont de 1 à 21. Le mât, c'est un petit peu particulier, c'est ce qui correspond à l'excuse dans un jeu de tarot classique. Quand les joueurs le tirent, en fait, ça implique que celui qui le tire, il est obligé de changer complètement sa main. Ça met un élément de chaos. D'accord, ouais. C'est le destin, pas de chance. Les choses peuvent être bonnes ou mauvaises et on rechange complètement sa main. Ça permet aussi à ceux qui thésaurisent en se disant oh, je vais à tout prix réussir un truc. Ça amène un élément de chaos. Après, quand moi, en tant que... Ah oui, j'ai pas parlé du maître de jeu, parce que le maître de jeu, lui, il n'a pas de carte en main. Il a juste sa pioche. Il va avoir la pioche. Donc lui, le reste des cartes. Le reste des cartes. Lui, le maître de jeu, quand il joue, soit il fixe une difficulté, il va dire c'est difficulté 6 ou 7, ou quand... Pour une action, en fait. Pour une action, ou il va considérer que c'est une situation sous tension. Ouais. C'est-à-dire sous tension, il va tirer une carte au hasard et il va mettre un modificateur difficulté. Par exemple, une difficulté moyenne, ça va être plus ou moins 0. C'est une difficulté moyenne, c'est 7 par exemple. Mais alors sous tension, ça va être quand il y a du danger, quand il y a de l'imprévu. Par exemple, crocheter une serrure quand il n'y a personne. Ça va être une activité sous alors bâton. Justement, voilà. Parlons de crocheter une serrure. Donne-nous un exemple. Tu arrives, t'es tranquille, t'as le temps. Voilà, t'es face à une porte, elle est verrouillée. Les standards, allez, difficulté 7, le joueur il a ses cartes en main, ok, il n'y a pas de souci, il a ou il n'a pas. D'accord, donc il va jouer une carte qui vaut... alors c'est une carte de bâton en fait. Ça va être une carte de bâton ou une autre divisée par 2. Après il y a des compétences quand même. Il y a quand même des compétences. On a des compétences qui...
ont des valeurs entre plus 1 et plus 5. D'accord, Plus et 5, ces valeurs-là, ça ajoute aux valeurs des cartes. Voilà, Ok, d'accord. donc quelqu'un qui je sait vois, crocheter, il va pouvoir D'accord. ajouter son bonus. Sachant que plus 5, c'est le maximum, mais plus 5 sur une valeur comme ça fait ça. Et il peut jouer plusieurs cartes, du coup? Il joue le qu'une joueur carte. Une Il seule, va jouer d'accord. qu'une carte. Si c'est une situation sous tension, il crochette de nuit, il risque d'avoir la patrouille qui débarque. Le maître de jeu va dire c'est une difficulté moyenne, donc c'est plus 7, ça va être la valeur d'une carte modifiée par plus ou moins 0. D'accord, ok. Et là, donc, il va tirer une carte. Lui, le maître de jeu, quand il tire une carte, on s'en fout du symbole. C'est D'accord, toujours le ouais. bon symbole, C'est la mais valeur. c'est la valeur directe. Ok. Donc du coup, le maître de jeu va donner une difficulté, mais il va jamais connaître la valeur finale à battre, quoi, du coup, Non, à l'avance. non, il le sait pas. Il le sait pas, oui, c'est ça. Il truque pas. Hein. Non, mais... non, Ou alors, voilà, oui, il n'a pas son paravent derrière pour dire je triche. Je me suis toujours dit, s'il y a des règles, c'est pas la peine de tricher. Non, mais je suis d'accord avec toi, voilà. c'est pas le problème n'est pas là. Mais le maître de jeu, oui, il va pas forcément savoir. Ça peut des fois bien Non, tu mal vois, tourner. ce que je veux dire, effectivement, la personne arrive devant une porte, tu vas donner, alors tu m'as dit une difficulté, c'est entre... ça va être au maximum, ça doit être 21, je crois, ou quelque chose Non, mais comme le ça, maître de jeu, il fournit quoi? Il fournit un modificateur à la difficulté? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, Et c'est difficulté moyenne, ça D'accord. veut dire c'est 7. D'accord. Si c'est une action sous tension, ça sera une carte tirée au hasard, plus 0. D'accord, ok. Voilà. Plus 0, ok. Voilà, d'accord. plus 0. Voilà. Ok. Donc, ça traduit le fait que le personnage est stressé. Alors, quand on est stressé, des fois on se dépasse, des fois D'accord, on ok, tremble, je vois. et puis on fait des conneries. Et ça permet aussi, d'une certaine manière, de choisir pour le maître de jeu un peu les conséquences. Ça, c'est pas dans les règles, mais c'est comme ça que j'utilise. Pas tout le temps, hein, mais des fois ça m'inspire. Je vais tirer par exemple cette carte-là, c'est du 10. Le joueur n'a que son 3 de bâton, il n'a pas d'autre meilleure carte, il n'arrive pas à battre la difficulté. Il a raté. Il a raté, pourtant il avait peut-être un 7, mais là, suffit la pas. tension, c'est... Pourquoi la tension a amené plus de difficultés? Peut-être que comme la coupe ça représente intellectuel, perception, peut-être qu'il a manqué de luminosité, il a paumé ses outils. D'accord, donc tu vas prendre, voilà. tu vas prendre le symbole. On peut s'inspirer. On peut prendre le comme ça, symbole voilà. pour donner en fait justement, Voilà. justement le côté un peu narratif de l'action, Voilà. quoi, la raison. Quoi. Et c'est pareil quand parce que j'avais constaté qu'il y avait des joueurs qui se disaient tiens, je vais tenter une action un peu fourre-tout et puis me débarrasser de mes mauvaises cartes. Hein. Donc par exemple, on va reprendre le crochetage. J'ai dit allez, hop, moi j'essaie de crocheter. De toute façon, j'ai pas les bonnes cartes, j'y connais rien, mais comme ça, je vais me débarrasser de mon 3 de denier, par exemple. Eh il y aura si c'est pas le bon symbole. Si c'est le bon symbole et que c'est raté, c'est tout. Hein. Si c'est pas le bon symbole, il y aura une conséquence en rapport. Alors denier, ça va être tout ce qui est plutôt interpersonnel. Peut-être que ça va être la patrouille qui est de passage là, ou la voisine qui ouvre la fenêtre qui dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc ça incite pas les joueurs à se dire oh tiens, je vais faire une action juste pour me débarrasser de mes mauvaises cartes. Il y a forcément une conséquence. Voilà. Alors après, moi je peux, en tant que maître de jeu, je vais pouvoir l'imposer. Hein, ou moi ça m'arrive souvent de dire tiens, tu as choisi de jouer ça, qu'est-ce que ça pourrait être qui t'arrive de mauvais puisque tu as fait ce choix. C'est en ça que c'est narratif. C'est dis-moi une idée qui peut correspondre. De la même façon, sur les cartes là, je ne vais pas revenir sur valet et cavalier parce que c'est un petit peu particulier. On va pas mais par exemple, les reines donnent un effet une réussite spéciale, exceptionnelle, comme le roi, mais avec un désagrément. Donc par exemple, c'est je donne un coup d'épée, je tue le gars, mais mon épée reste coincée. Là, ça c'est le truc classique. Et souvent, ça, le désagrément, je dis aux joueurs, tiens, d'après toi, ça peut être quoi? S'ils n'ont pas d'idée, moi j'en aurais une, mais sinon, c'est la petite part narrative que le joueur peut amener. Je vois bien. Et du coup, en fait, donc là, on a parlé des jets simples, on va dire, pour crocheter, pour faire un jeu. Et sur un jeu en opposition, donc par exemple, je pense au combat, bien entendu, ou à autre chose. Là, c'est toujours sous tension. Donc moi, je vais avoir mes compétences. Après, pour les modificateurs, en fait, il n'y a pas de... J'ai pas une épée plus 1. Le but, c'est de faire simple. Hein. Donc, en général, une arme, c'est 1 dégât. Voilà,
c'était pas le but de faire un système de combat. Après, rien n'empêche de Oui, non, d'accord, ok, je multiplier vois. les résistances pour qu'il y ait plus et puis Et des dégâts il y a un différents. système, il y a un système de magie aussi, je pense. Oui. Ouais. Alors juste pour Enfin, revenir vas-y. aux oppositions, Ouais, vas-y, aux oppositions. aux oppositions, quand c'est un joueur qui va combattre, ben moi je vais tirer une carte, on va regarder, toi tu as une épée, moi j'ai une dague, ok, ça te donne un +1 par exemple. Hein. J'ai pas d'armure, mais toi tu as une grosse armure, bon, ben, ça te rajoute Ça va plus donner deux. des Et modificateurs. puis à l'arrivée, voilà, mais ça c'est de l'interprétation, Ouais, il n'y a, non, pas non. y a pas des tableaux et on Il peut n'y a pas de finir. table. Ouais, ouais. À la louche, on va dire, bon, ok, ça te donne un +3 ou +4. Moi, ma valeur, ça va être ça. Toi, ta valeur, c'est tu joues ce que tu veux. Et puis, celui qui l'emporte fait un dégât à D'accord. l'autre. Et voilà. Voilà pour les oppositions. Quand c'est des oppositions entre joueurs, c'est plus rigolo parce que du coup, là. Du coup, il dépense sur carte. Ouais. Parce que là, moi, en général, je montre ce que je vais jouer et ils choisissent de s'opposer ou non en fonction de ce qu'ils ont en main. Quand c'est entre joueurs, bah, ils jouent chacun caché de leur coin. D'accord, c'est caché en fait. Ouais. Donc, il y a une petite tension, J'avoue que c'est rigolo parce que. Après, ça peut être des oppositions avec des compétences différentes. Par exemple, on peut avoir un don pour. D'orateur, par exemple, pour faire un discours, et puis l'autre personnage va juste faire une passe d'armes pour montrer qu'il est le plus fort. D'accord. Et là, il y en a un qui va jouer en épée pour sa passe d'armes, et l'autre va jouer peut-être en denier pour son discours. Hein. On peut faire des oppositions avec des choses différentes. D'accord. Donc là, ouais, effectivement, on a un système très original, là, effectivement, à ce niveau-là. Reste la magie. Oui, La magie, on parlait de la magie, car, oui, justement. Alors, la magie, alors tout le monde peut en faire, hein, c'est accessible à tout le monde, sauf que quand on n'est pas magicien, si on fait de la magie, on peut passer pour un sorcier et finir au bûcher, donc on n'en fait Oui, pas parce que trop. tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, la sororité de Sinistros qui contrôle la magie. Et ouais. déjà, c'est un homme qui fait de la magie puissante est considéré comme un sorcier, donc voilà. Et la sororité de Sinistros s'octroie le droit de contrôler les sorts les plus puissants. Donc, mais tout personnage de n'importe quelle faction peut avoir accès à des petits sorts usuels ou fermer une serrure ou l'ouvrir, ou des petites choses qui sont enseignées plus ou moins. Hein, chez les truands du point de fer, on apprend facilement le sort pour ouvrir des serrures, par exemple, plutôt que dans d'autres fonctions. Et donc, la magie, là, ça va être uniquement de l'atout. D'accord. Ça va être uniquement de l'atout, et c'est le seul moment où on a le droit de jouer plusieurs atouts. D'accord. Là, on a le droit de jouer, ça va se cumuler. On va jouer autant d'atouts qu'on veut pour atteindre la difficulté du sort. Du sort. Alors là, c'est toujours sous tension, la magie, pour montrer que c'est un côté un peu aléatoire. Donc là, le maître de jeu, pareil, il va fixer une difficulté. Bon, là, pas de bol, c'est un roi, donc ça fait 14. Ouais. Difficulté de 14. En plus, les modificateurs magie sont un peu élevés. On risque d'être à peut-être du 16 ou 17 de difficulté. Mais le joueur va pouvoir jouer plusieurs atouts. Et en plus, les membres de la sororité de Sinistros peuvent rajouter les cartes de coupe en plus. En plus, d'accord. Okay. Donc, eux, ils ont encore un avantage par rapport de chance. Okay, d'accord. Et donc là, on est dans de la magie, comment dire, on est un peu dans de la magie pyrotechnique, si j'ose dire. Alors, on a un peu de tout. C'est assez classique, même si j'ai essayé que les sorts changent un petit peu. On n'invente pas toujours tout. Hein, oui, il y a du très tradi, il y a des choses très traditionnelles. On va pas en faire beaucoup des sorts, forcément, puisqu'il faut des atouts. Oui, déjà, en fait, on est déjà limité à ce niveau-là. Oui. Même une grande magicienne va peut-être jeter 2-3 sorts. De toute façon, elle n'aura pas une liste de sorts à rallonge. Elle aura 4, 5 sorts, 6 sorts au départ. Okay. Pas beaucoup plus. Et les sorts les plus puissants sont très fatigants, donc elle ne va pas forcément en lancer beaucoup. Mais bon, il y a des choses quand même qui sont bien plus puissantes. Alors la magie, c'est quelque chose de matériel. Enfin, de matériel dans le sens où on va pas, il y a pas de sorte de divination. Il n'y a pas de choses qui agissent directement sur l'esprit des gens. On lit pas l'esprit. On va modifier la matière, en créer, en détruire.
On va pouvoir influencer sur le corps. On va pouvoir, par exemple, produire des phéromones qui vont nous rendre plus attractifs et être plus charmants. Mais on n'a pas de sort où on va charmer quelqu'un. D'accord. Ouais, donc là, on terminait un peu avec la magie. Et là, ce que vous voulez me montrer, c'est effectivement le travail qui a été fait qui est en cours d'ailleurs, sur le jeu de tarot. C'est ça. Donc vas-y, tu en parleras très bien, à mon avis. Donc c'est vrai que le tarot de Marseille nous présente des très belles images, mais très classiques, etc. Mais on peut aussi bien sûr jouer qu'un tarot de Marseille, mais l'intérêt c'est peut-être de prendre le jeu de tarot sur le financement. Et donc là on est vraiment sur un travail de démarrage du roi d'épée, donc il y a un petit peu plus de détails, on est dans une ambiance, et puis j'essaie vraiment de coller, si possible, à l'univers d'Amalron. Avec toute sa richesse, le lustre, le luxe qui peut coller. Et ça peut servir aussi, pourquoi pas, de référence au maître du jeu quand il doit montrer quelque chose, par exemple. Il peut très bien aller piocher dans les cartes qui sont dans la défausse. Oui, en fait, il pourrait très bien prendre le personnage en fait de la carte pour en faire un PNJ. Un duc, un baron, ou un guerrier pour un cavalier. Enfin, il y a tout un tas. Donc là, je suis en train de préparer. J'ai pas tout montré, mais là, c'est le travail qui est en cours sur un travail d'ancrage sur le roi d'épée, par exemple. Et donc tout va être un peu présenté comme ça, avec des pourtours aussi qui sont très travaillés, que j'ai réalisés. Donc là, on aura vraiment un très bel objet en termes de tarot, quoi. Et en fait, donc on aura le même format de carte que le tarot de Marseille. Tout à fait. Alors il y aura pour les fans des tarots divinatoires tradis, on va reprendre les mêmes termes, mais il y a quatre cartes qui seront identiques pour l'illustration, mais différentes pour le titre. Parce que, par exemple, le pape, il n'y a pas de pape dans l'univers d'Amalron. D'accord. Il y a le primat de l'Église. Donc, il y aura une carte qui sera intitulée le primat, et on l'aura fait quand même avec le pape. Pour ceux qui veulent juste utiliser le tarot, il y aura 4 cartes qui sont au doublon. Pour les gens qui veulent faire de la divination classique. Voilà. Et puis, un truc qui est vraiment spécifique à l'univers d'Amalron. Tout à fait. D'accord, ok. Voilà, donc c'est en cours, c'est vrai que ça va être un travail long. Oui, j'imagine, parce que là, il y a du boulot. Là, il y a un petit peu de carte à faire. Mais c'est très très plaisant, en tout cas. C'est vrai que c'est un très bel Je n'en doute pas un instant. Bel exercice. Je n'en doute pas un instant. Sur le système, tu voyais autre chose à me dire? Alors, c'est pas entre guillemets une règle, mais par exemple les symboles comme les atouts, ils sont la papesse, ça sera une des 4 qui sera changée. J'ai un exemple où pendant une partie, un des personnages qui était un religieux essaye de convaincre des gens de quelque chose, et il avait une carte d'atout qui était la mort, quoi. Et du coup ça l'a inspiré. Il m'a dit tiens, est-ce que mon discours peut être basé sur le symbole du tarot. Du coup, comme il a réussi l'action, effectivement, il y avait un côté très morbide, il faisait un peu peur à tout le monde avec son discours religieux. Et du coup, la carte a servi d'inspiration aux joueurs pour l'ambiance. C'était rigolo, quoi. Voilà. Non, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de choses, effectivement. Tu peux trouver l'inspiration, effectivement, dans les cartes que tu joues, qui ne sont plus que sont pas que des valeurs. En plus, il y a 2 effets. Peut-être tu as le côté positif, négatif de la carte. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui est vraiment fan de divinatoire, il peut aller justement s'inspirer des 2 aspects de la carte. Non, effectivement, ça c'est très sympa. Ça, j'aime bien. Sur le système, grosso modo, là, on va peut-être pas s'étendre plus, je pense. Après, qui rejoint système et univers, on a essayé que tout utilise le même concept, à part la magie. Et c'est-à-dire, par exemple, les races non humaines ont des aptitudes vraiment spécifiques et qui se traduisent comme une compétence, quoi, qui vont se jouer comme une compétence. Du coup, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris le système, c'est toujours long à expliquer. Mais une fois qu'on est dedans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu souvent les débutants ont
ont presque plus de facilité parce qu'ils admettent plus le changement par rapport aux Oui, vieux routards qui... ils amènent pas leur passif, passé de... et ils non, acceptent... Passé, pas passif. Passé, oui. Qui peut des fois être un passif, on est d'accord. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils viennent avec des idées préconçues. Oui, quoi. oui. Et que Question souvent, d'habitude, les forcément. nouveaux se laissent plus emporter par le... J'ai déjà vu ça sur d'autres jeux, effectivement, c'est vrai. Après, on n'a pas inventé la poudre, parce que je me suis rendu compte après coup que des systèmes comme Castle Frankenstein, c'est aussi des cartes. Oui, Alors, c'est des cartes. Ça ressemble assez. C'est pas un tarot, je crois pas. Non, c'est un jeu classique, mais il y a aussi le cœur pour tout ce qui est relationnel, et ainsi de suite. Mais je l'ai découvert après. Je croyais avoir inventé un truc, mais non. Non. On n'a rien inventé du tout. Ouais, écoutez, c'est bien cool tout ça. Donc, je pense que sur le système, on a fait à peu près le tour. Enfin, en tout cas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas la peine de rentrer plus dans les détails. Donc là, on va parler des races maintenant non humaines, du coup. Enfin, je te laisse la parole, vas-y. Donc, les humains, c'est simple, c'est des humains, voilà. Avec tous leurs avantages et tous leurs défauts. Non, en termes de jeu, ils n'ont pas de traits particuliers. Les non-humains, eux, sont plus intéressants. J'ose espérer qu'ils sont relativement originaux. Donc on a 3 races jouables. Il y a d'autres races auxquelles on a pensé, mais dans un contexte d'intrigue, par exemple les gros barbares de 2,30 m, on s'est dit non, pour les intrigues, ils vont pas être dedans. Donc les 3 autres races, en plus elles sont liées à l'histoire du monde et c'est ce qui est intéressant. Donc il y a les Sandroves. Les Sandroves, c'est simple. De base, on prend des elfes, voilà, on s'imagine les elfes, et puis on a à peu près le look. Donc voilà, un grand bonhomme, des oreilles pointues. Jusque-là, ça ressemble à des humains. Après, dans leur historique, c'est des personnages qui étaient près de la nature, et quand les humains sont arrivés, ils ont dit oh c'est bien. Ils n'avaient pas de structure politique, les humains sont venus, alors nous on est structure, c'est bien, ils ont tout accepté, on va construire des villes. Ils n'étaient pas emmerdants, mais ils vivaient de façon clanique, ils se faisaient pour la guerre. Et puis les humains ont dit d'un coup, nous on va s'installer là, pas de problème, ils n'avaient pas de notion de territoire, puis d'un seul coup ils ont dit on va vous mettre en esclavage. Trop tard. Voilà. Donc ils ont été longtemps esclaves c'est des personnages un peu rêveurs, c'est-à-dire ils sont plutôt lents, tranquilles, et ils peuvent entrer dans l'entremonde, c'est-à-dire il y a un moment où ils vont se dépasser et là d'un seul coup ils se fixent sur un objectif et ils vont être très actifs, pouvoir se dépasser à ce moment-là. Et c'est donc géré comme une compétence, et sinon c'est des êtres plutôt parce que là, on parle de race jouable en fait. Voilà, oui, c'est... Et ils sont proches des humains dans le sens où on peut avoir une mixité, les races peuvent se reproduire entre elles, on va dire. Ce qui n'est pas pareil pour les 2 autres. Les 2 autres races sont les centuplides. Donc les centuplides, c'est les gros hommes lézards, là, qui eux sont une race qui vient d'une autre région, qui sont venus là. Bon, c'est un peu long, je vais pas expliquer pourquoi, je vais dire juste qu'ils sont maintenant. Ce sont des gros hommes lézards qui sont pas très portés sur les études. Ils ont besoin de faire des choses physiquement, matériellement, faire de l'artisanat, tout ça. Mais la lecture, c'est pas trop leur truc. Il y a qu'un moment où ils sont attentifs, c'est quand ils sont dans l'œuf. Et en fait, quand ils sont encore en couveuse, parce qu'ils vivent sous forme de couveuse, on les rassemble tous dans une couveuse, et là, il y a des nourrices, des prêtres, quand ils ont de la chance, qui leur racontent l'histoire de leur pays. Tout ça. Et quand un centuplide naît, et c'est une de leurs compétences, ils peuvent très bien se souvenir de trucs qui ont eu lieu 20 générations avant, des histoires très anciennes. Mais après, il ne faut pas trop compter qu'ils aillent fourrer leur nez dans des bouquins. Et donc, comme c'est des ovipares, ils sont quand même un petit peu particuliers. Quelque part, ils ont une connaissance innée, en fait. Ouais, voilà, ils ont des connaissances lointaines, profondes, sur certaines choses, des flashs qui peuvent leur revenir. De temps en temps, qu'ils leur reviennent. Voilà. Et puis, ils émettent des phéromones aussi, un peu particulières, qui font que ils suivent, des fois, ils reconnaissent des traces de leur passage,
Et ils sont souvent utilisés d'ailleurs comme facteurs parce que du coup ils suivent les traces de leurs congénères et puis comme ils sont pas trop portés sur la lecture, c'est pas eux qui rendent lire le courrier. Ok, d'accord. Voilà. Bon, dehors de ça, c'est des êtres physiques, voilà, mais qui sont un peu exilés. Et ben comme les lézards on leur coupe la queue, le centuplide c'est pareil. Si on coupe un morceau d'un centuplide, ça va repousser. Il va repousser. Ouais, il va repousser. Bon, pas la tête, mais les autres membres. Bon, il vivra moins vieux. Hein. Un centuplide qui a perdu un bras, il va peut-être vivre 40 ans, alors que quelqu'un qui n'a déjà eu de problème, il pourra vivre une centaine d'années. D'accord. Ça puise comme sur son potentiel. Voilà. Après, socialement, c'est sûr que quand on a une queue de 2 mètres derrière soi, au marché, ça pose toujours des problèmes, ça renverse, ça ne monte pas bien un cheval. Ça. Mais bon, c'est amusant à jouer parce que voilà, ils sont physiques, ils sont dans l'instinct. Et la dernière race, c'est les Éowyn, c'est donc des lutins. C'est des lutins qui ont été créés il y a fort longtemps par une autre race disparue. Ah oui, je ne les avais pas vus. C'est des lutins, ils sont là. Là, ça, c'est un Sandrov qui est assis. D'accord. Et il y a un lutin là. Okay. Donc les Éowyn, ils ont été créés par une race ancienne qui avait besoin d'intermédiaires et puis de gens, de choses pour les occuper, pour faire des loisirs, quoi. Donc ils ont créé magiquement cette race. C'est une race qui est créée magiquement. Et qui a une durée de vie, si on ne vient pas à la tuer, ou même ils peuvent mourir de faim, mais sinon ils peuvent vivre des centaines d'années. Et ils sont créés magiquement. Donc ils sont androgynes, et ils sont nés dans des machines, et ils naissent adultes. Donc mentalement, ils sont un peu quand même décalés par rapport au reste du monde. Puis en plus, comme ils vivent très vieux, ils peuvent avoir connu plusieurs générations d'humains. Donc ils sont... Et en même temps, c'est des êtres très sociables, hein. C'est un peu leur aptitude. Ils savent ressentir dans une foule l'état d'esprit des gens. Ils savent bien négocier. Mais le fait qu'ils soient androgynes et qu'ils ne se reproduisent pas les amène un peu à être curieux de la nature des autres races qui vivent différemment. Donc voilà, et toutes ces races peuvent être intégrées dans un monde qui globalement est quand même un petit peu raciste, il faut le reconnaître. Hein, la 5e contrée des non-humains, c'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place par l'Empire, mais il y a beaucoup de traditionalistes qui les verraient bien retourner à l'état d'esclavage. D'accord. Ok, très très bien tout ça. Et donc, mélanger avec les factions, ça peut donner des choses intéressantes. J'ai vu des histoires où le représentant officiel de l'impératrice était un petit Éowyn, et forcément, face à un noble humain qui n'avait pas du tout envie de lui obéir, c'était assez amusant. Tu parles effectivement du monde. Et dans le financement, j'ai vu qu'il y avait... il y a un atlas de cartes, je crois. J'ai vu ça. Alors, il y aura une partie des cartes qui seront bien sûr dans le jeu. Hein. Dans le jeu, oui. Et on va les mettre en plus à part parce que ça peut être plus sympa de les avoir vraiment en grand pour certaines. C'est clair. Et puis, alors les cartes, c'est moi qui les fais. Et puis je vais en rajouter d'autres, plus sur les voies maritimes, les courants, un peu des petites choses en plus. Et puis pour il y a une ou deux grandes villes. Alors mon rêve ça aurait été de faire effectivement la capitale sur un méga grand format. Mais voilà, il y a deux grandes villes qui sont vraiment détaillées où on peut quasiment faire du wargame quartier par quartier. Ça me plaît bien parce que moi je suis un fan des cartes aussi. Ouais, donc voilà. Je regrette toujours en fait dans un jeu où on a une petite carte au milieu d'un bouquin et qu'on a pas de quoi la mettre sur une table ou ce genre de choses. Voilà, donc là ce sera quelque chose un peu... Voilà, alors ça restera un format A4, hein, oui, bien sûr, mais on verra, peut-être qu'on essaiera en tout cas pour les grandes, de le découper pour détailler les quartiers ou ce genre de choses. Et puis voilà, déjà il y a les cartes régionales. Après, c'est pareil, ça reste quelque chose d'indicatif. Après, on en fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut meubler avec des villages, des machins, des trucs comme ça. Dans le bouquin de base, dans le livre, bouquin de base, il y a un scénario qui est prévu, il y a quelque chose ou pas alors, des idées ou je ne sais quoi. Alors, il y a
une série d'idées. Ouais. Alors avec chaque fois en disant, parce que comme on joue des factions qui peuvent sembler des fois totalement opposées. Hein, le Bastion par exemple, c'est des traditionnalistes humains qui rêvent que d'une chose, que la noblesse revienne en place, qu'il n'y ait plus d'empire, et puis que les non-humains retournent à l'esclavage. C'est sûr, on peut se dire c'est difficile à jouer avec les gens du Triumvirat qui sont la coalition des humains. Ouais. Mais potentiellement, c'est faisable. C'est faisable, mais souvent, dans les propositions de scénario, on va choisir un ennemi ou un truc. On va dire si dans le groupe il y a 3 factions, il y aura une 4e faction qui va être proposée. Dire voilà, c'est peut-être cette faction-là qui vous a semé la merde, et ainsi de suite. Et donc il y a toute une série de pistes de scénario. Il y a un scénario de base plutôt classique, genre vous devez récupérer quelque chose, voilà, hein, qui est toujours adaptable quels que soient les personnages. Hein. Chacun va y arriver d'une façon ou d'une autre, c'est faisable. Et puis il y a une campagne. Alors selon la façon de jouer, moi je sais qu'il joue plus en rentrant dans le détail et qui va rajouter rebondissement. Je pense qu'on peut la jouer en 7, 8, 10 fois si ça se trouve. Comme quelqu'un qui aime jouer ça en une soirée, il peut très bien tout finir en une soirée selon ses envies. Et puis pour les scénarios, ce qu'on a prévu aussi, ça c'est dans les paliers. Je regarde le financement en même temps. Moi. Dans les paliers, normalement pour chaque palier, on a prévu un scénario, une page en fait, qui sera fourni en plus. Hein, une feuille à part. Voilà, une page, une page recto verso, comme ils font les one page souvent à l'anglaise. Les one dungeon. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y aura une illustration de David ou une carte, un plan, un truc qui sera en rapport avec le scénario. Ça c'est sympa. Ça, et puis un petit scénario. Quand je dis par contre, ça veut pas dire que le reste c'est pas sympa. Et puis un petit scénario en plus. Voilà. Donc, là, il doit y en avoir déjà 2 ou 3 de débloqués. Donc toujours pareil, en essayant que ce soit bien spécifique au monde, et puis parce que j'avoue que c'est pas forcément facile de faire des scénarios d'intrigue. C'est pas forcément le plus simple. Après, une intrigue, ça veut pas forcément dire quelque chose de compliqué. Hein. On n'est pas forcément d'avoir une enquête à la Colombo avec des trucs super pointus. Mais dès qu'on va y mettre des relations, que l'un déteste l'autre, on peut vite avoir effectivement des rapports sociaux qui créent de la complexité. Et comme on joue des personnages qui sont intégrés à la société, ils vont pas forcément tout résoudre en disant allez hop je lui pète la gueule et puis c'est fait. On va être obligé d'amener des subtilités. Alors j'ai fait un Facebook à Malraux et j'y mets de temps en temps des conseils, des trucs comme ça qui c'est pas dans le livre de base. Tu me donnes le lien. Facebook à Malraux. D'accord, je connaissais pas. J'ai remis tout un tas d'explications qu'on a données là, et puis j'ai donné aussi des conseils justement par exemple sur les intrigues. C'est quelque chose que je comprends qui n'est pas forcément évident, mais en fait on va prendre des choses comme même le Trône de Fer, c'est essentiellement des intrigues par exemple, les trames scénaristiques, les 3 mousquetaires c'est une intrigue. Les 3 mousquetaires c'est une intrigue. C'est une intrigue, hein. Donc il y a les romans de Ken Follett, c'est des intrigues en soi, c'est des rapports sociaux, les gens essayent de se placer, il y a des rapports de pouvoir. Donc le scénario d'intrigue, c'est quand même assez varié. Ça peut être des enquêtes, ça peut être oui, on est d'accord. Oui. Et je pense que c'est faisable sans forcément se compliquer la vie, mais il faut avoir une mécanique, il faut prendre un peu l'habitude d'avoir du répondant. J'avoue que moi, j'écris pas forcément tout quand je fais un scénario. Je laisse une bonne part d'improvisation. Alors ça peut rebuter des gens qui n'ont pas l'habitude de maîtriser peut-être, mais bon, en s'entraînant, c'est vrai que c'est plus souple, et puis au bout d'un moment on est beaucoup plus à l'aise. Et entre le moment où j'ai fait les premières démos du jeu, où j'étais pas trop tranquille parce que j'avais pas l'habitude de faire des démos en convention, maintenant je sais que quels que soient les gens qui seront autour de la table, on arrive toujours à s'en sortir. Voilà, le tout, si on y va tranquillement, avec un bon état d'esprit, ça se passe toujours très bien. Toujours très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. Sur le jeu, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
Si on parle du financement, donc là, il va jusqu'à quelle date? Début avril? Ouais, quelque chose début comme ça avril, je sais plus quand, mais Début avril, voilà, c'est ça. voilà. Et tiens, je vais donner la question à 100 balles. Question production, les délais. Vous visez quoi en fait? Alors, je la dis visais, partie- hein, je visais. la partie écrite est finie. Hein, Alors quand je dis visé, je vais dire un truc. Attends, je vais dire visé réaliste. voilà. Parce qu'il y a eu trop de financement participatif où les mecs te disent ce sera sorti. Alors je parle pas de vous, hein. Ce Oui, sera oui, sorti non, dans mais- 3 mois et ça sort 3 ans après. Quoi. Alors, par expérience, puisque bon, nous, à Alconos, on en a fait aussi, on peut avoir des surprises. Ah, ça, on est bien d'accord. Il y a toujours des impondérables. Voilà, il peut y avoir des impondérables. Ouais. des drôles d'impondérables. Par exemple, il y a eu la période où il y a eu la crise du papier, là, où Oui. ouh là, ça a mis un petit, Oui, petit c'est flou dans... ça a un peu calmé Voilà. les ardeurs de chacun. Ouais. Ouais. Donc, la partie écrite, normalement, ça c'est fait. Le maquettage, il est en grande partie fait par Olivier Ranicio, qui a déjà bien avancé. Il nous reste la partie illustration, et le pauvre David a plein de boulot. C'est vrai que ça s'est un peu rajouté. Voilà, parce que dessins se sont rajoutés, on il y a a rajouté etc. dans les paliers, il y avait des... Au départ, on avait dit, bon, bah, le tarot, on va mettre la même tête pour tous les rois. On l'a mis dans les paliers que ça serait des illustrations différentes. Donc voilà, ça multiplie les illustrations, puisque du coup, on a l'argent et on peut se permettre de payer notre illustrateur. Et donc, ça a rajouté des trucs, mais ça a rajouté aussi du travail pour David. Plus surtout le tarot, et ça risque de... Bah, ça dépendra de lui, on va voir la vitesse où il peut avancer. On a tablé sur un an, comme souvent. On va essayer de s'y tenir. Voilà. Après, on peut pas l'enchaîner. Si. Non, mais ça, tous les jours, j'encre tous les jours des dessins, donc ça alimente du coup la maquette. D'accord. C'est un peu un des biais de ces financements, parce que on se dit, bon, bah, du coup, on a un peu plus d'argent, on peut se permettre de payer, parce que c'est pas juste pour avoir des sous comme ça, pour le plaisir d'en avoir, ça permet aussi de payer les illustrateurs, et du coup, on fournit plus de choses, et du coup, c'est bien pour l'illustrateur, mais ça lui donne plus de boulot, et là, on a peut-être été un peu audacieux sur les paliers, et du coup, il aura pas mal de travail à fournir. Depuis 2 ans, on fait des festivals à Villeurbanne, etc. Donc moi, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'accumuler aussi beaucoup de connaissances par rapport au lore, et d'alimenter aussi à travers le dessin. Et je suis assez content et fier de aussi avoir ce retour avec Thierry, de l'avoir permis. Ah oui, c'est quand même super. Et c'est vrai que ces 2 années-là n'ont pas été vaines, puisqu'elles m'ont vraiment Non, énormément apporté. effectivement, ce qui t'a permis effectivement de faire des dessins qui collent, de faire tes dessins en fait qui collent vraiment au monde. C'est un luxe quand même qui est assez sympa. Qui m'ont moi beaucoup inspiré. Inspiré aussi dans l'autre sens. Oui, bien sûr. Oui, c'est un échange en fait. J'aurais dû faire la com du financement avant de connaître David. J'aurais parlé d'un jeu médiéval fantastique. D'accord. Et c'est maintenant où je parle plus de renaissance fantastique. C'est avec les dessins de David. Il y avait le côté de la technologie, ça on en avait parlé, mais sur l'aspect visuel, le côté... et puis finalement, les intrigues ont rejoint l'état d'esprit, les 3 mousquetaires, tout ça, et je trouve que ça colle bien. D'accord. Ça colle un peu plus. Bah, c'est cool tout ça. Ouais, c'est cool. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, on a pas mal là. On a beaucoup causé. On a beaucoup. Mais on parle beaucoup. Mais pourquoi désolé? Ah non, je coupe rien. Moi, je coupe pas grand chose en fait. Donc, tant qu'il y a quelque chose à dire, on le dit. On n'est pas limité à des. Eh bien, écoutez les gars, c'était vachement cool. Donc. Nous, on te remercie. Merci beaucoup. C'est toi qui fais le taf quand même. Je vais avoir beaucoup de boulot de montage derrière. Il y a de la matière. Ouais, il y a de la matière à faire. Non, écoutez, c'était vraiment cool. Moi, je suis bien content de vous avoir reçu là et vous me parlez de votre jeu. On voit tout de suite des passionnés et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, de très très bien.
Eh C'est ben, fait à la main. Oui, oui, il faut le dire, oui. Ah, À Louaï, l'ancienne. à l'ancienne. En fait, c'est votre AI. Non, mais il n'est pas artificiel. Hein. Oui, c'est votre illustrateur. Mais toi, l'enchaîner, par exemple, ce serait une bonne idée, effectivement. Non, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. Et effectivement. Après, on a Olivier Reynaud qui a fait aussi sur les livres et qui a servi de base. Hein, Oui, bien il sûr. faut pas Oui, c'est vrai. rejeter son travail, surtout que. Oui, on il n'en a a pas parlé, en fait. Hein. Olivier Reynaud, il a inspiré Tout à fait. une partie des dessins de David. Oui, parce qui a qu'on n'en essayé a de pas, on en rejoindre a le pas parlé, style. on a parlé du jeu. Moi, par exemple, pour les cartes, j'ai utilisé une partie de. J'ai refait les cartes à ma façon, qui sont des cartes géographiques, parce que je ne sais pas faire les fioritures, tout ça, mais à la base, c'est Olivier Reynaud qui a fait une carte pour les livres et que j'ai un peu agrandi. Rendons à Voilà. César. Voilà, quand même. Bon, c'est vrai que la base, elle serait toute la base des créatures qu'on peut voir déjà dans le livre dont vous êtes le héros. Moi, m'a aussi beaucoup servi pour pas faire d'impair, bien sûr. D'accord, oui, pour rester dans Les races certaines races ont des yeux blancs, d'autres, etc. Ouais, donc il a fallu comme que je colle à ce qu'il y a déjà Ouais, que tu colles à ce qui a déjà été fait. Voilà. Bien sûr. Ouais. Olivier a mis en place des choses. Et puis Rémi Deconic qui a écrit les bouquins qui a servi de base. C'est lui qui a quand même inventé les centupliques, les symbroles. On a rajouté des trucs, mais. Bon, on va pas parler des bouquins parce que sinon on va repartir pour Non, bah écoutez les gars, en tout cas merci beaucoup. Ça m'a donné quand même une bonne vision en fait de votre boulot et puis c'est toujours très très intéressant de rencontrer des gens qui sont passionnés par leur projet et ça c'est bien cool. Merci. Eh ben, écoutez, merci et puis on tient au courant sur l'avancement de la chose. On y croit. On n'est pas loin. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Non, ça va. Merci beaucoup les gars. Merci bien. Au revoir.